Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou pour une 4e interview lors de ce direct sur l'amour dans tous ses états. Nous avons le plaisir d'avoir Anne Givaudan ici à Paris pour une nouvelle interview. Nos interviews se sont faites par Skype avant, je crois que c'est la première fois qu'on fait une interview en personne. Tout à fait, c'est la première fois. Oui. Et je suis ravie, alors tu as écrit je crois 25, 26 ou 27 livres. Oui, ça fait longtemps que j'écris, hein, c'est pour ça. Ouais. Et puis, tellement de sujets. Et sur beaucoup de sujets, mais c'est vrai que tout ce que j'ai entendu, c'est magnifique, quoi. Et là, moi, je voulais aller un peu avant. Ouais. Toi, tu as un petit angle, bon, alors, quand même le particulier, puisque je voudrais principalement axer ça sur... Alors, ça paraît un petit peu fou de parler de voyage astral et de sortir hors du corps, mais vous allez comprendre, et je pense que je vais mieux comprendre pourquoi j'ai eu cette intuition de t'inviter ici à cette interview. Tu as aussi écrit un autre livre qui est Amour singulière. Donc, j'aimerais savoir quelle est... Ça s'appelle École de conduite pour couple, mais on est 4 auteurs. Hein. D'accord. Alors, on va commencer par le commencement. Comment vois-tu l'amour? Quelle est ta vision de l'amour, toi? L'amour, justement, avec les expériences de sortie hors du corps, ça m'a permis de le voir complètement différemment et de savoir qu'il n'y avait pas du tout de hasard, quoi qu'il arrive, on rencontrait toujours les bonnes personnes. Bon, ce qui a été dit déjà ce soir, mais je voulais remonter justement à avant justement cette histoire de rencontre, c'est-à-dire que le fait de pouvoir me décorporer me permet d'aller sur des plans subtils d'après-vie ou d'avant-vie. Et j'ai pu suivre des personnes, par exemple, après leur mort, des personnes avant leur incarnation. Alors, attends, on va expliquer déjà comment tu fais et ce que c'est exactement ça. Parce que je suis pas sûre que tout le monde suive exactement ou tout le monde a eu cette expérience. Donc nous parlons de hors du corps, d'expérience hors du corps et même pas de voyage astro. Là. Définissons, et quand est-ce que tu as commencé à faire tout ça? Alors j'étais étudiante quand j'ai commencé le premier voyage astral. Bon, ça j'en parle beaucoup, tout le monde l'a sûrement entendu. Mais bon, j'étais allongée sur mon lit, je me reposais, il n'y avait pas de drogue, pas de café, pas de quoi que ce soit. Et puis, je me suis vue hors de mon corps physique. Et à ce moment-là, la première idée qui m'est venue, je me suis dit, est-ce que je suis morte? Et juste quelques secondes, je suis rentrée dans ce corps physique à nouveau. Et puis après, j'ai pu reprovoquer l'expérience une autre fois, en essayant de me mettre dans le même état de décontraction, de complète décontraction, quoi, et jusqu'à ne plus sentir mon corps physique. Et à nouveau, l'expérience s'est reproduite. Et là, j'ai pu passer à travers l'armoire de la chambre d'étudiante, à travers le plafond de la chambre, et puis m'apercevoir que ce deuxième corps, c'était quelque chose disons un peu comme celui des fantômes, quoi, qui traverse la matière, qui est plus en prise avec la matière. Alors ça, c'était le tout début. Et puis ça a continué un peu plus, et après ça a duré plus longtemps, et puis je me suis aperçue que quand je pensais à un lieu, je m'y rendais instantanément. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le temps, l'espace n'avait plus du tout les mêmes dimensions que dans mon corps physique. Donc, par exemple, je pouvais penser... C'est là où il m'est arrivé, c'était l'époque des Dents de la Mer, là, aux États-Unis, du film. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un truc. Et donc, je suis allée... avec le décalage horaire, c'était pratique. La nuit, pour moi, c'était parfait. Et ça me permettait de sortir de mon corps sans avoir de perturbations, de coups de fil, ou de gens qui appellent ou qui tapent à la porte. Donc, je sors de mon corps physique, je vais dans la salle de cinéma aux États-Unis et je vois le film. Ah, c'est super pratique, ton truc. Mais c'était les expériences du début parce que je ne savais pas trop quoi faire au départ de cette façon-là. Et puis, je reviens. Et puis, avant que ça n'arrive en France, donc, il y avait deux amis qui étaient un petit peu au courant. Alors, je leur donne des détails. Je leur dis 2 ou 3 détails. Et puis, quand ils sont allés voir le film, effectivement, les détails étaient là, quoi. Donc, et moi, ça me donnait des preuves aussi. Bien que on peut pas douter quand on fait une sortie hors du corps. C'est pas un rêve. C'est pas de l'imagination. C'est pas de l'imagination. Les sens sont décuplés. On a une ouïe qui est... on entend des sons très lointains. On a une vue à presque 360 degrés, je pourrais dire, vraiment immense, quoi. Et puis, on a un odorat, et tous les meubles, n'importe quoi, a une vie beaucoup plus intense. Donc, c'est extraordinaire. Je veux dire, tout vit beaucoup plus. Donc, c'est pas du tout un rêve, c'est pas du tout
rien, quoi. Je veux dire. Et puis j'ai eu plusieurs preuves, donc effectivement, ça tenait debout, que j'étais pas devenue folle d'un coup comme ça. Et donc il y aurait ce corps subtil qui, lui, pourrait vivre d'autres choses, ou est-ce qu'il est bien présent là en toi et ensuite il va quelque part d'autre, ou est-ce qu'il pourrait continuer là, entre-temps, à vivre une autre vie, genre une vie amoureuse avec une autre âme? Ah ben, il pourrait y avoir ça, mais pour l'instant, mon corps physique et mes corps subtils sont ensemble. C'est mieux quand même, c'est plus pratique. Oui, pour une interview, oui. Oui, sinon le corps physique serait allongé en état un peu cadavérique, quoi. Ouais. Et puis pendant que les corps subtils feraient autre chose. Mais bon. Mais après, il peut y avoir des bouts d'âme qui voyagent et il y a une partie de l'âme qui serait là. Il y a toujours des bouts d'âme qui voyagent, mais de toute façon, pour tout le monde, il y a toujours toutes les nuits, tout le monde fait des voyages astraux parce que le corps astral a besoin de se ressourcer et il rentre dans le corps physique le matin. Donc, quand on se réveille. Donc, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde fait tout le temps. Ouais. Si ce n'est que moi, je le fais consciemment et volontairement. Et encore, ça dépend pour quelle raison. J'ai entendu parler de certaines personnes qui avaient des rêves hyper érotiques la nuit et comme s'ils avaient une autre vie dans une autre dimension et c'était sans fin. Le truc, c'est-à-dire qu'ils se réveillent le matin et ils se disent mais j'ai l'impression d'avoir trompé leur femme. Ah oui, alors sans fin, je ne sais pas, mais c'est effectif qu'on peut vivre avec d'autres personnes sur d'autres plans et avoir des vies érotiques ou des vies de tout ce qu'on veut, hein, c'est bien sûr. Les autres plans sont des plans sur lesquels le corps subtil peut avoir cette sensation d'être dans du physique. C'est-à-dire s'il y a une table qui est, elle, sur cet autre plan, elle va être physique pour le corps subtil. Et donc, toi, ça t'est arrivé comme ça, à force d'en faire, de rencontrer d'autres âmes et de tomber amoureuse d'une autre âme sur une autre planète, dans une autre dimension Alors, moi, je suis tombée amoureuse, non, avec des terriens, donc ça s'est bien passé. Avec Daniel Moroy, notamment. Par exemple, ça a été le premier, oui, parce qu'à l'époque, il était étudiant et qu'il faisait les mêmes choses que... On a fait les expériences ensemble par la suite, parce qu'effectivement, on était deux et ça nous a confortés aussi dans ce qu'on vivait. Parce que ça nous permettait d'être, par exemple, dans un endroit et puis de voir chacun une pièce, par exemple, et de pouvoir se la raconter et d'écrire les détails, chacun avec notre vision, mais c'était la même pièce, quoi. Donc, on savait qu'on était là, quoi. Alors, cette relation amoureuse terrienne pourrait favoriser ce genre d'expérience, ou du moins, quelle est la relation comme ça, si on vit une histoire de couple en étant sur un même plan, est-ce que ça faciliterait? Voilà, alors quand on est en couple et qu'on vit ces expériences, même si on n'en est pas conscient, on peut très bien se retrouver sur les mêmes plans, vivre des choses et continuer sa vie. Et là, je pourrais dire que les nuits sont beaucoup plus intenses que les journées. Parce que dans la journée, on a un certain nombre d'heures, tandis que là, il n'y a pas. L'espace-temps est très différent. Donc, on peut vivre, par exemple, moi, quand je fais un voyage astral, si je vis une expérience, elle peut durer, par exemple, 3 heures de temps physique. Mais pour moi, c'est une expérience qui peut être une expérience de 10 jours. Ou d'une semaine, je veux dire, le temps est extensible, donc n'a rien à voir. Comment on arrive à équilibrer alors ces différentes dimensions et ces voyages avec cette vie? Mais au début, c'était difficile, hein. J'avais l'impression d'abord de réintégrer une poubelle. Je me disais, c'est trop étroit, c'est moche, je m'en sors pas. J'ai plus l'espace, j'ai plus cette espèce de notion de liberté aussi. Cette sensation de liberté, je l'avais plus. À chaque fois que je rentrais dans mon corps physique, jusqu'au jour où on rencontre des êtres sur d'autres plans, donc où il y a un être je pourrais dire de lumière, quoi, qui m'a dit mais en fait ce corps physique il est là, il est vraiment là pour t'aider, pour te permettre de faire toutes ces expériences terrestres. Sans lui tu peux rien faire. Tu les fais pas, ces expériences. Et il y a des tas d'êtres qui aimeraient faire l'expérience d'une incarnation dans un corps physique et qui n'ont pas cette possibilité. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ça a fait comme un déclic. Et j'ai accepté complètement l'expérience, le corps physique, le fait de pouvoir en sortir. Et ça a été beaucoup plus facile après. Ça a été fini, quoi. Je veux dire, j'avais plus cette distance. Oui. Parce que de nombreuses personnes ont cette nostalgie. On l'entend souvent, cette nostalgie d'ailleurs, cette nostalgie de l'infini, de tout. Donc, donc cette ascension, quelque part, est une descension, c'est une incarnation pleinement dans ce corps. Et accepter cette expérience humaine aussi fait partie de notre projet.
Je dirais que d'après mes expériences, bien sûr, c'est toujours la même chose, c'est que quand j'ai vu des êtres s'incarner, il faut vraiment qu'ils aient furieusement envie de s'incarner pour pouvoir arriver jusqu'à la naissance. Parce que sinon, c'est trop difficile. C'est trop... je veux dire, ça demande tellement de force, tellement d'énergie, d'arriver dans un corps physique, d'être dans le ventre de la mère, de vivre les 9 mois, parce que c'est intense, et puis d'arriver au moment de l'accouchement, qu'il faut vraiment dire oui à un moment donné. Et c'est là où je dis, il y a des contrats qui se nouent sur les plans subtils avant d'arriver sur le plan physique. Et c'est ça qui est important, même dans le couple. Parce que j'ai vu des personnes qui, surtout après la mort, disons, il y a toujours une période où, à un moment donné, l'entité qui part, va pouvoir revoir sa vie. Et elle va revoir sa vie comme un film, c'est-à-dire du moment de sa naissance, au moment de sa mort. Et quand elle revoit sa vie, elle voit tous les détails de tout ce qu'elle a vécu avec intensité, avec toutes les émotions qu'elle a eues, mais elle voit aussi tout ce qu'elle a fait vivre aux autres et les conséquences que ça a eu sur eux. Et à un moment donné, elle se rend compte que l'autre ou elle, c'est la même chose. Et c'est là où il y a ce sentiment d'union, où elle se dit, mais il n'y a pas de différence. L'autre et moi, c'est pareil. Et là, à ce moment-là, elle va commencer à préparer des cartes qui vont être des cartes pour sa vie future, sa prochaine vie. Donc évidemment, il faut avoir la notion de réincarnation. Mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, elle va voir du haut quelques détails de sa future incarnation, des rencontres, les personnes avec qui elle va avoir des choses à finir, à terminer, qui se sont mal terminées peut-être. Donc des conjoints, forcément dans cette liste-là, il y a les parents, il y a les conjoints, il y a la famille, il y a les gens qu'on va rencontrer. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune rencontre qui va avoir une incidence sur notre vie qui se fait au hasard. Je veux dire, elles sont toutes prévues par notre âme, acceptées par notre âme, et c'est nous qui, après, une fois incarnés dans le corps physique, quand on oublie, on commence à avoir des difficultés, à se dire non, celui-là, j'ai pas envie de le voir. On n'est plus du tout dans la gratitude. On n'est plus du tout dans la gratitude, non, on a complètement oublié tout ce schéma-là, et on commence à réagir avec nos blessures, avec nos problématiques, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ce dont tous les trois ont parlé tout à l'heure. Et là, on oublie. Mais c'est cet oubli qui fait qu'on n'arrive pas, quelquefois, à être en couple comme on pourrait l'être. Parce que le contrat, lui, il est passé. Et je veux dire, moi, j'ai rencontré des êtres qui se sont dit, on se donne rendez-vous, on descend à peu près aux mêmes époques, et puis, même si on est loin, on finira par se retrouver. Et ils se sont retrouvés. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté d'une personne avec laquelle on a rendez-vous. Et ça, je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais on ne passe pas à côté. Et c'est comme si on se rappelait d'un seul coup d'autres choses. C'est-à-dire cette rencontre-là amoureuse, pour le coup, qui est significative et qui est prévue, après avoir traversé certaines blessures, nous permettent de retrouver certains bouts, certaines informations, certaines... Une mémoire, ça déclenchait autre chose. Oui, on a des bouts de mémoire qui reviennent, et à ce moment-là, c'est comme si on se ressouvenait qu'on avait une rencontre qui était là, quoi, qui devait se faire. Ça ne veut pas dire que cette rencontre, elle doit durer 20 ans, elle peut durer 3 ans, elle peut durer 6 mois, peu importe, je veux dire, mais elle a toujours lieu sur le plan subtil avant d'arriver sur le plan physique. Ce qui veut dire que même, par exemple, pour une naissance, si 2 êtres se rencontrent même dans les toilettes d'un bar, parce que, c'est comme ça, et je veux dire, l'enfant qui va naître, je veux dire, cette rencontre était déjà prévue sur le plan subtil avant d'arriver sur le plan physique. Donc, il n'y a même pas de hasard dans les naissances. Il y a pas et le rôle, alors ma vraie question, c'est quel est le rôle de l'amour dans ces cas-là, dans notre incarnation quel est le rôle de l'amour pour incarner, vivre pleinement notre mission de vie, vivre tout ça, je veux dire, se reconnecter à quelque chose de plus grand. Quel est réellement ce rôle? Qu'est-ce que l'amour? L'amour, il est partout. C'est-à-dire, on peut avoir un amour mal vécu, on peut avoir des amours qui se transforment en haine, mais c'est toujours de l'amour. Donc, en fait, je dirais, il est tout le temps là. On ne peut pas dire il n'y a pas d'amour à un moment donné. Il y a toujours de l'amour, même les rencontres furtives qui vont donner naissance à un enfant. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de naissance.
Donc, je veux dire, et quelquefois, on va dire, bah oui, mais il y a un viol, ou ça s'est mal passé. Non, ça s'est passé, mais il peut y avoir une seconde d'amour, mais il y a quand même toujours de l'amour. Sinon, il n'y a pas cette possibilité-là. Et tu reçois des messages comme ça particuliers. Enfin, tous tes livres, hein, tu les reçois, tu sais, tu connectes avec ton guide. Enfin, tu sais. Je ne reçois pas en message, c'est-à-dire que je me décorpore et puis je vis l'expérience par rapport à ce que mon guide justement va me proposer comme expérience. Et c'est comme ça que j'ai pu faire les amours singulières. Voilà, c'est ça que j'aimerais. C'est pas mon domaine. Je suis pas une experte dans les personnes qui ont des amours différentes de la norme. Mais qu'est-ce que c'est que la norme en fait? Donc tu as eu ces témoignages d'homosexuels, de transgenres. Il y a transgenres, il y a homosexuels, il y a une personne qui a les deux sexes, et puis qui reste avec ces deux sexes, et il y a une autre qui était juste, qui aimait, qui savait pas si elle avait envie d'être un homme ou une femme, ou si simplement elle aimait les tissus, elle aimait s'habiller en femme, elle aimait, mais voilà, elle était. Donc, chaque cas est différent. Et c'est là où je m'aperçois que ce qu'on dit être une norme, c'est juste créé par une société. C'est une norme à un moment donné, c'est une norme dans un pays, c'est une norme dans une religion, mais c'est créé uniquement par des hommes, par les humains. Mais je veux dire, ça n'a rien de divin. Je veux dire, le divin est bien au-delà des normes. Donc, l'amour, la sexualité, c'est vraiment la réunion du ciel et de la terre. C'est complètement autre chose. Et ce qui fait que ces êtres-là qui vivent avec difficulté à une époque où ils ne sont pas dans les normes, à une autre époque auraient très bien pu vivre beaucoup plus facilement. D'ailleurs, il y a l'une des personnes que je décris dans le livre, c'est une personne qui, elle, vivait à l'époque de la Grèce antique. Et où, en tout cas à la période où elle vivait, l'homosexualité était prônée comme quelque chose de bien. Et les femmes, par exemple, les hommes on les incitait, les hommes, à avoir des relations avec des hommes plus jeunes, au niveau de la beauté, au niveau du sexe, enfin, dans tous ces domaines. Et les femmes étaient là juste pour procréer. Donc, la mémoire qui reste, parce qu'on revient avec des bagages. Quand on dit un nouveau-né, on a l'impression qu'il arrive tout nu, mais il arrive avec plein de bagages. Donc les bagages que ce nouveau-né avec lequel il arrive, cette entité, quand elle est arrivée, elle est née avec cette mémoire-là. Et donc ses parents n'avaient rien à voir à l'affaire, quoi. Je veux dire, ils n'étaient pas dysfonctionnels, mais elle avait besoin, donc elle avait cette mémoire qui était en elle, et elle cherchait le beau partout. Ce qui fait que ça l'a amenée à une homosexualité d'un certain type. Pour vraiment, je veux dire, qui était exacerbée parce que ce soit à travers la sexualité, à travers le beau, c'était un décorateur. Et le beau était partout pour lui, mais à un point tellement fort qu'à la fin, il s'est détruit. En ce qui le concerne, lui. Il y a d'autres exemples qui étaient beaucoup plus positifs, mais là, bon, ça s'est passé comme ça. Mais dû à cette mémoire non guérie. Et il a compris à la fin de sa vie ce qu'il était venu découvrir, et il a résolu l'histoire à la fin de quelque temps avant de mourir. Et donc, quels que soient nos choix, enfin, des fois, ça nous tombe dessus quand même, cet amour, quel que soit ça, il y a quand même cette estime de soi, il y a cet amour qu'on doit se donner aussi, que ça soit un problème qu'on se sent pas bien dans notre identité, dans notre corps, dans cette relation, ou même ce désir qu'on pourrait avoir. Là, il y a quand même un énorme pas pour tous à faire. Oui, s'il y avait une norme, disons, à garder, la seule norme qu'on pourrait garder, c'est être vraiment bien dans sa tête, bien dans son âme, bien dans son corps, quoi, et bien dans son âme. Parce que là dans ses choix. Et dans ses choix. Mais je veux dire, le choix, quel que soit le choix, on arrive toujours à l'histoire qu'on doit vivre. Donc c'est pour ça que c'est pas, en fait, c'est la façon dont on va gérer le choix qui est importante. Mais à la limite, le choix, il va se faire instantanément et forcément. Pour moi, et dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai vu et dans ce que j'ai pu comprendre de ce qui m'a été montré aussi. Hein. Ouais. L'âme, elle, je reviens un peu à ça, mais l'âme, sur des plans plus subtils, peut continuer d'aimer une autre âme, ou peut continuer d'avoir un autre amour à un autre niveau. Je veux dire, on est capable d'aimer sur différents plans en même temps.
Par exemple, d'aimer ici sur le plan physique et puis ensuite d'aimer sur un autre plan une autre personne. Certains disent qu'ils ont leur twin flame, leur flamme jumelle, par exemple, sur un autre plan. Ça, c'est encore une autre histoire parce que ce qui m'a été expliqué, c'est qu'en fait, quand la flamme, alors il y a la flamme jumelle, il y a l'âme sœur, enfin on peut l'appeler de différentes façons. Il y a une partie de nous que l'on réintègre en fin de cycle d'incarnation. Et c'est cette partie, on est toujours en train de la chercher. Par exemple, la partie masculine qui me concerne, je pourrais toujours être en train de la chercher. Mais je veux dire, on ne va pas la trouver dans cette vie parce que ça ne sert à rien de se retrouver de cette façon-là tant qu'on n'a pas fini les expériences de toutes les incarnations qu'on a à vivre. Donc c'est quelque chose qu'on trouve. Par contre, on peut avoir des âmes compagnes ou on peut les appeler autrement, je ne sais pas quels sont les noms, mais des personnes avec lesquelles effectivement on s'est donné rendez-vous, avec lesquelles on va vivre des choses importantes. Ça, c'est autre chose. Mais nous-mêmes, les retrouvailles avec toutes les parties de nous qui vivent d'autres expériences ne se fait qu'à la fin de nos incarnations parce que ça n'a pas d'intérêt de se retrouver avant. Par contre, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est important de retrouver, c'est d'arriver à faire la paix entre la partie masculine et la partie féminine qui est en nous. Parce que tant qu'il y aura... on n'arrive pas à... Il y a des peuples sur d'autres planètes qui sont pratiquement androgynes. Mais en ce qui nous concerne, on ne l'est pas encore parce qu'il y a toujours une guerre entre le masculin et le féminin en nous. Quand on aura réussi à faire l'unité dans ce masculin et dans ce féminin, à ce moment-là, ça amènera même la paix sur Terre, parce qu'il n'y aura plus ces guerres entre justement cette domination de l'un, cette domination de l'autre. Il y a toujours eu, quand je suis passée dans la mémoire du temps, j'ai pu voir des périodes où il y avait la femme dominante, par exemple des périodes celtes où la femme mettait l'homme en esclavage, et puis après ça a changé, et puis à nouveau les plateaux de la balance ont changé. À un moment donné, il faut l'équilibre. Et on est à une période où on est capable de retrouver cet équilibre et de retrouver en nous ce masculin et ce féminin. Si on fait la paix en nous avec ça, à ce moment-là, on n'aura pas le partenaire pour remplir un besoin, mais simplement pour être un partenaire, quoi. Et à ce moment-là, l'amour, ça sera vraiment de l'amour et pas simplement tu combles mon besoin. Parce qu'en plus, on est très exigeant actuellement avec nos partenaires, c'est-à-dire qu'on leur demande de combler nos besoins, sans qu'on ait besoin de le dire d'ailleurs. Alors donc, il faut qu'ils le devinent. Et puis ensuite, on n'est pas satisfait de la façon dont ils le comblent. Parce qu'on est tous dans des mondes différents, on est tous dans des bulles. Et on ne peut communiquer qu'au niveau du cœur. Si on n'arrive pas à le faire au niveau du cœur vraiment, si on le fait au niveau de l'intellect, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que c'est ce type d'expérience qui m'a permis de vivre ça, quoi. Passionnant. Comment tu retrouves cet équilibre alors entre le masculin et le féminin ? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné ou qu'est-ce que tu as découvert ? Si ça a une telle importance comme ça dans... Alors c'est important. Maintenant, comment le retrouver ? Si je l'avais trouvé, je te le dirais, mais là j'ai pas encore complètement trouvé ça. Je sais que c'est à faire, quoi. Souvent, on passe à côté des plus belles choses. On est dans un jardin magnifique et on est comme des aveugles et on ne le voit pas. Et c'est pareil avec les gens qu'on aime. On est avec un conjoint, ça peut être magnifique, mais en général, au bout d'un certain temps, alors évidemment, je ne parle pas des premiers jours, des premières semaines, des premiers mois, mais après, on ne voit plus. Je veux dire, on passe à côté de lui comme s'il n'existait pas, comme s'il était toujours là, enfin, comme si... Et quand on travaille sur la mort avec certains de nos stagiaires, par exemple, je leur dis, mais à un moment donné, si vous perdiez ces personnes-là, faites l'exercice donc de perdre ces personnes. C'est à ce moment-là qu'elles se rendent compte que ce sont des personnes importantes. Et que si elles mouraient, eh ben non, effectivement, elles y tiennent à ces personnes. Et alors, il y a une pratique qui m'a été proposée sur d'autres plans, c'est celle du regard neuf. C'est-à-dire de regarder de temps en temps, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an si on veut, de regarder la personne avec laquelle on est, ou même l'environnement dans lequel on est, mais là on parle du couple, on parle de l'amour, donc de regarder la personne avec laquelle on est comme si on la voyait pour la première fois. C'est-à-dire vraiment de regarder comme si on atterrissait sur Terre, qu'on avait envie d'être en relation avec elle et qu'on la découvre sans les histoires passées, sans ce qu'on connaît d'elle, sans rien du tout.
Et c'est un exercice qui est vraiment intéressant parce qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que on a quelqu'un de nouveau à côté de nous, quoi, qui est beau et qu'on a oublié ça. Aux États-Unis, il y a ce docteur, enfin Bruce Lipton, il cherche sur la biologie des croyances, etc. Et il parlait de ce honeymoon effect, c'est-à-dire le fait de rester comme ça dans cet état d'esprit de lune de miel et de maintenir ça même dans la vie au quotidien pour pas qu'il y ait cet effet de ça monte et ça descend ensuite. Est-ce qu'il y a là aussi quelque chose, je veux dire, il y a cette possibilité quand même de vivre quelque chose d'exceptionnel tout le temps, de toujours être dans ce renouveau, dans ce comment faire évoluer comme ça pour pas tomber dans ces espèces de down où là comme on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, où on retrouve toujours un autre souci. Oui, il y a donc cette pratique effectivement du regard neuf, mais alors dire on va être toujours au top, on va être toujours, c'est utopique quelque part. Je me dis on est dans un monde matériel, on est dans un monde concret où il y a des hauts et des bas, et à un moment donné il faut aussi accepter, quand on accepte qu'on est en haut, qu'on est en bas, et puis qu'on n'arrive plus, enfin qu'on ne se critique pas ou qu'on ne critique pas l'autre parce qu'il y a ces hauts et ces bas, à ce moment-là, ça passe, quoi. C'est comme la douleur dont on parlait tout à l'heure. On rentre dans la douleur, on rentre dans nos hauts, dans nos bas, on les accepte, et à ce moment-là, ça va. D'où les expériences hors du corps qui sont quand même bien pratiques. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Hein. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Bon, je dirais pas que ce soit bien pratique. Ça donne une responsabilité. Il y a des dangers aussi quand même. Hein. Il y a des dangers aussi de passer dans le bas astral, par exemple, et puis d'être effectivement pas bien. Et puis c'est quelque chose que j'ai écrit le dernier livre sur le voyage astral parce que maintenant... Ça s'appelle comment déjà ton dernier livre ? Voyager entre les mondes. Ouais. Parce que justement maintenant la Terre est capable, enfin les habitants de la Terre sont capables de pouvoir voir ça d'une façon différente. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas voulu le faire parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont faire ça comme une fuite. Et à ce moment-là, c'est dangereux. Il y a un danger, quoi. C'est pas qu'on ne revienne pas dans son corps, c'est qu'on peut revenir schizophrène, c'est qu'on peut revenir de différentes façons et que ça sera le contraire de quelque chose de bénéfique, quoi. Et pourquoi tu dis que le moment est venu? Alors, il n'y avait jamais eu un aussi bon moment comme ça pour en parler? Alors déjà, notre époque fait qu'il y a un changement planétaire qui est important, la Terre est en train de s'éthériser, donc ça facilite les contacts. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui avaient des contacts, des channelings. Je ne parle pas de la qualité de ce qu'elles reçoivent, mais en tout cas, il y en a. Et puis, des gens qui voient aussi, des personnes décédées ou les êtres de la nature, par exemple. Donc, je veux dire, il y a des capacités qui sont en train de se développer. En plus, ce sont des mots qu'on entend de plus en plus souvent. Voyage astral, sortie hors du corps, ces mots-là. Expérience de mort imminente. Expérience de mort imminente. Il y a eu beaucoup de témoignages. Donc, ce qui veut dire que ça rentre. C'est un concept qui rentre. Et maintenant, les personnes, donc effectivement, c'est plus de l'inconnu, c'est plus quelque chose d'incompréhensible. C'est étonnant parce qu'aux États-Unis, ça fait des années déjà que je fais des interviews sur des out-of-body experiences hors du corps. Les sujets ne sont pas les mêmes que je traite souvent en France. Oui, aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus d'ouvrages là-dessus. Mais moi, je me souviens quand on a fait le premier ouvrage là-dessus, Récit d'un voyageur de l'astral, c'était à la fois tout nouveau, mais en même temps, je veux dire, tous les médias se méfiaient, quoi. Enfin, ils se méfient encore, de toute façon. Il n'y a pas de problème avec ça, mais bon. Ouais. Nexus, on peut dire un petit mot sur Nexus, non? T'es liée à ce magazine? Non, j'ai été liée à Nexus, c'est-à-dire que quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, à ce moment-là, j'avais pris des passages dans Nexus. J'ai trouvé que c'était une revue intéressante, donc je l'ai fait venir en France. Ensuite, il y a eu d'autres problèmes avec le directeur australien de Nexus. Donc, après, la revue est passée à quelqu'un d'autre. Mais... T'as jamais eu peur comme ça de dévoiler des choses trop tôt, de te faire assassiner, de te faire emprisonner, de te faire... Avec le livre... Ça ou d'autres choses. Livre pour le gouvernement mondial. Disons que quand on est défricheur, on est défricheur. On prend des risques, mais c'est normal. Ça en fait partie. Tu peux pas t'en empêcher. Voilà. Mais quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, donc mon conjoint, Daniel Leroy, venait de partir. Je veux dire, et à ce moment-là, moi, je n'avais plus rien à perdre. Je me disais... Quand on n'a rien à perdre, on est prêt à tout. Donc, je veux dire, on n'a pas peur. Et ça, c'est le bon côté de la chose. C'est que le fait de ne pas avoir peur, justement, ça m'a permis de pouvoir écrire ce livre. J'ai perdu la maison d'édition. Il y a eu un tas de problèmes après, c'est sûr. Mais bon, je veux dire, ça fait partie du jeu aussi. C'est pour ça que j'ai acheté les revues.
nexus, et puis après une autre, mais oui. Et puis une autre incarnation s'est encore ouverte, ou du moins il y a une autre expérience de la vie qui s'est présentée. Tout à fait, c'est pour ça que l'amour, même quand quand deux êtres se séparent, ça peut être bénéfique à ce moment-là aussi. C'est pas toujours quelque chose de négatif. Non. Un petit mot de la fin, Anne, quelque chose qui est important à dire pour toi, qu'on n'a peut-être pas dit sur l'amour. Dire que l'amour, de toute façon, quoi qu'on fasse, est partout. Alors, on le vit bien, on le vit mal. Il y a des amours mal vécus, des amours difficiles, mais c'est quand même de l'amour. Et c'est ça qu'il faut vraiment se rendre compte de ça, parce que je veux dire, on ne peut pas y échapper. Donc, et quand l'amour va vraiment être conscient et envahir la planète, je veux dire, c'est une révolution qui fera que tout va changer. Pour la Love Revolution qui en fait partie. Wouh! Merci Anne. Gros bisous. À très vite. Merci. Merci.